Maman, tu es en train de faire tout un drame, c'est pour ton bien. Les mots de Martha transpercèrent le cœur de Dorothée comme des couteaux aiguisés. Là, dans le salon de cette modeste maison où elle avait élevé 3 enfants seuls, la femme de 78 ans regardait, incrédule, Roberto et Martha, ses propres enfants, la chair de sa chair. Et il la regardait comme si elle était un problème à résoudre. « Je ne veux aller nulle part », répéta Dorothée, sentant ses mains trembler. « C'est ma maison. Ici, j'ai vécu avec votre père. Ici, je vous ai élevés, vous 3. Ici, j'ai mes rêves, mes souvenirs. »« Maman, ne complique pas les choses, » dit Roberto, entrant déjà dans la maison sans demander la permission. « La décision est prise. Tu prends ce qui est le plus important et on y va, aujourd'hui même. Je ne partirai pas. » C'est alors que Roberto s'approcha. Et pour la première fois de sa vie, Dorothée vit dans les yeux de son fils quelque chose qui la glaça jusqu'à la moelle. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était une impatience froide, comme si elle était un obstacle qui gênait sa vie. « Tu vas venir, oui, maman, dit-il d'une voix dure. On n'a pas de temps pour discuter. »« Du temps ? Du temps pourquoi ?» demanda Dorothée, sentant des larmes lui brûler les yeux. « Pour vous débarrasser de la mère qui vous a donné la vie. » Dorothée Conseil-Sam n'aurait jamais imaginé que ce jour arriverait. À 78 ans, elle avait des cheveux blancs, comme du coton, et des mains calleuses, marquées par une vie de travail sans plainte. Elle vivait seule dans une modeste maison à la périphérie de Santo André d'Oval, une petite ville de l'intérieur où tout le monde se connaissait. C'était un mardi matin que tout avait commencé à s'effondrer. Le téléphone sonna. À l'autre bout du fil, Roberto, son fils aîné, 42 ans, homme d'affaires, toujours trop occupé pour rendre visite à sa mère. Mais la voix n'était pas la même que d'habitude. Il y avait quelque chose de froid, de distant, de calculé, qui lui serra le cœur. « Maman, on doit te parler. C'est urgent. » Dorothée serra le téléphone, sentant ses mains trembler sans comprendre pourquoi. « Et qu'est-ce qui s'est passé, mon fils ? Quelqu'un a des difficultés. Tu as besoin d'argent. Tu peux me parler. »« Ce n'est pas ça, maman. C'est à propos de toi. On vient chez toi cet après-midi avec Martha. » Et il raccrocha. Comme ça, sans explication, sans affection, sans le « je t'aime, maman » qu'il disait quand il était enfant. Dorothée resta immobile dans la cuisine, regardant l'appareil comme s'il pouvait expliquer ce qui se passait. Roberto ne parlait jamais de cette manière sèche. Il ne raccrochait jamais au nez de sa propre mère. Elle passa toute la journée inquiète. Elle rangea la maison 3 fois, nettoya ce qui était déjà propre, prépara un gâteau de maïs, celui que ses enfants adoraient quand ils étaient petits, et mit la table avec la belle vaisselle qu'elle n'utilisait que pour les occasions spéciales. Peut-être voulait-il annoncer une bonne nouvelle. Peut-être que Roberto avait obtenu ce gros contrat qu'il voulait tant. Peut-être que Martha était enceinte et voulait l'annoncer en personne. L'esprit d'une mère cherche toujours le meilleur, espère toujours le meilleur de ses enfants. Quelques heures plus tard, une camionnette blanche s'arrêta devant la maison. Roberto descendit du côté du conducteur, grand, fort, vêtu d'une chemise sociale chère, suivi par Martha, la fille du milieu. 40 ans, maquillage parfait, vêtements de marque. Tous deux avaient l'air fermés, comme s'ils devaient résoudre un problème ennuyeux dont ils voulaient se débarrasser rapidement. « Salut, maman » dit Martha, mais elle ne s'approcha pas pour lui faire un câlin. Elle resta debout à la porte, regardant autour d'elle, comme si elle évaluait la valeur des meubles. « Entrez, mes enfants » dit Dorothée, forçant un sourire. « J'ai fait un gâteau de maïs, comme vous aimiez quand vous étiez petit. »« Tu as déjà préparé tes affaires ?» demanda Roberto directement, sans même répondre au sujet du gâteau. Dorothée cligna des yeux, confuse. « Quelles affaires ? Je ne comprends rien. Vous ne m'avez pas expliqué ce qui se passe. » Roberto soupira, comme s'il était pressé d'en finir. « Maman, tu ne peux plus rester vivre seule ici. C'est trop risqué. Tu pourrais tomber, avoir un malaise, n'importe quoi pourrait arriver. On a décidé de t'emmener dans un endroit meilleur. » « Un endroit meilleur ?» Le cœur de Dorothée commença à battre plus vite. « Quel endroit ?»
Une résidence spéciale pour les personnes de ton âge, compléta Martha, évitant de regarder sa mère dans les yeux. Là-bas, tu auras de la compagnie, tu seras bien soigné, il y aura des infirmières, des médecins. Dorothée sentit le sol se dérober sous ses pieds. Résidence spéciale, maison de retraite. Ses propres enfants voulaient se débarrasser d'elle. Mais je ne veux aller nulle part, sa voix tremblait. C'est ma maison, ici, j'ai vécu avec votre père pendant 35 ans. Ici, je vous ai élevés, vous trois. Ici, j'ai mes souvenirs, mes affaires. Maman, ne complique pas les choses, dit Martha, entrant déjà dans la maison sans être invitée. La décision est prise, tu prends ce qui est le plus important, et on y va. Aujourd'hui même, aujourd'hui, Dorothée sentit la panique monter dans sa gorge. Mais j'ai besoin de temps, je dois dire au revoir aux voisines, je dois... Tu n'as pas besoin de tout ça, interrompit Roberto fermement. Plus vite, mieux c'est pour tout le monde. C'est à ce moment-là que Dorothée regarda vraiment les visages de ses enfants, et elle ne reconnut pas les enfants qu'elle avait bercés dans ses bras quand ils pleuraient, qu'elle avait soignés toute la nuit quand ils avaient de la fièvre, pour qui elle avait travaillé à 2 emplois pour leur donner une éducation et de la nourriture. C'étaient des étrangers froids, pressés de se débarrasser d'elle. 2 heures plus tard, Dorothée était assise sur la banquette arrière de la camionnette. Elle serrait contre sa poitrine une vieille valise en cuir marron qui appartenait à son défunt mari. L'intérieur, elle avait mis en hâte quelques vêtements, un portrait de mariage, une Bible usée et quelques papiers importants qu'elle gardait dans un tiroir spécial. À côté d'elle se trouvait Esperanza, une petite chèvre blanche qu'elle avait reçue en cadeau d'un voisin 6 mois plus tôt et qui était devenue sa seule compagnie ces derniers temps. « Pourquoi avez-vous aussi amené l'animal » demanda Roberto, regardant dans le rétroviseur avec un air de dégoût. « Parce qu'elle n'a plus personne pour s'occuper d'elle » répondit Dorothée, caressant la tête de la chèvre. « Comme moi. » La camionnette commença à rouler sur les routes de terre. Dorothée regardait par la fenêtre, voyant le paysage devenir de plus en plus inconnu, des fermes abandonnées, des clôtures cassées, des routes qui ne menaient nulle part. Son cœur se serrait de plus en plus à chaque kilomètre qui les éloignait de sa maison. « Là où se trouve cette résidence spéciale ?» demanda-t-elle, essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix. « Ce n'est pas très loin d'ici, » répondit Martha sans se retourner, jouant sur son téléphone comme si elle ne voulait pas parler. Mais la camionnette continuait à avancer, et à avancer, et à avancer. Le soleil était déjà en train de se coucher quand Roberto s'arrêta au milieu d'une route complètement déserte. Il n'y avait pas de maison, pas de panneaux, rien. Juste des broussailles des 2 côtés, une vieille clôture en fil barbelé et le bruit du vent frappant les branches sèches des arbres. « On est arrivé » dit Roberto, éteignant le moteur. Dorothée regarda autour d'elle, le cœur battant à tout rompre. « On est arrivé où? Il n'y a rien ici. Où est la résidence? Où est l'endroit meilleur ?» Roberto sortit de la voiture, ouvrit la porte arrière, prit sa valise sans aucune cérémonie. « Descends, maman. Maintenant. »« Mon Roberto, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu fou !» Martha sortit aussi et aida à faire descendre Esperanza de la camionnette. La chèvre bêla fort, comme si elle sentait que quelque chose de très mauvais était en train de se passer. Dorothée descendit en tremblant, sans pouvoir comprendre ce qu'elle voyait. « Vous allez me laisser ici, au milieu de nulle part? Comment ça ?» Roberto posa la valise sur le sol poussiéreux de la route et revint à la voiture, sans la regarder. « Tu as toujours dit que tu voulais plus de liberté et plus de tranquillité, » dit-il, sans émotion dans la voix. « Maintenant, tu as toute la liberté du monde. »« Roberto, Martha !» Dorothée courut vers la voiture. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre mère. J'ai donné ma vie pour vous. Et nous, on est tes enfants, » hurla Martha par la fenêtre, montrant pour la première fois son vrai visage. « Mais on n'est pas tes employés. On n'est pas tes baby-sitters. Tu as vécu ta vie. Maintenant, laisse-nous vivre la nôtre. » Dorothée courut derrière la voiture autant qu'elle put. « S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas ici. S'il vous plaît. » Martha baissa la vitre une dernière fois. « La chèvre te tiendra compagnie.
Au moins, tu ne seras pas complètement seul. » Et la camionnette partit, en accélérant, soulevant un nuage dense de poussière rouge qui colla aux vêtements, aux cheveux, à la peau de Dorothée. Elle courut derrière la voiture autant que ses jambes de 78 ans le lui permirent, hurlant les noms de ses enfants jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, jusqu'à ce que la camionnette devienne de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement dans le virage de la route. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait faire mal aux oreilles. Dorothée resta là, au milieu de la route de terre battue, avec la valise dans une main et Esperanza bêlant doucement de l'autre côté. Le soleil était en train de se coucher, peignant le ciel d'orange et de rouge, et elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait, ni de ce qu'elle devait faire. Ses jambes devinrent faibles. Elle s'assit sur la valise, serrant la chèvre comme si c'était un bébé. Et les larmes vinrent, toutes en même temps. Des larmes de douleur, de trahison, d'abandon, d'incrédulité face à ce qui était vraiment en train de se passer. « Comment ont-ils pu me faire ça, Esperanza ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Comment ont-ils pu me regarder dans les yeux et me mentir, dire qu'ils m'emmenaient dans un endroit meilleur ?» La chèvre posa sa tête sur son épaule, comme si elle voulait la consoler. Ce n'était qu'un animal. Mais elle semblait comprendre exactement l'ampleur de la douleur qu'elle ressentait. « Maintenant, nous ne sommes plus que toutes les deux, ma fille, » dit Dorothée, essuyant ses larmes avec le dos de sa main calleuse. « Juste nous deux contre le monde entier. » La première nuit fut la plus longue et la plus effrayante de sa vie. Un froid mordant, une obscurité totale, et ces bruits étranges que fait la brousse quand il n'y a pas d'âme vivante à proximité. Des bruits d'animaux qu'elle ne pouvait pas identifier, des branches qui craquaient, le vent hurlant. Chaque bruit semblait une menace. Elle s'enroula dans une vieille couverture qu'elle avait dans la valise, resta assise, adossée à un grand arbre, avec Esperanza allongée sur ses genoux, réchauffant son corps glacé avec la chaleur de son propre corps. Elle ne dormit pas une minute, resta là, tremblant, prière, demandait à Dieu pourquoi cela lui arrivait. « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» murmura-t-elle aux étoiles. « J'ai tant travaillé, tant aimé, j'ai tout donné, et à la fin, ils m'ont jeté comme un déchet. » Quand le premier rayon de soleil apparut à l'horizon, Dorothée sentit quelque chose au-delà de la douleur. Elle sentit de la colère, une colère pure, chaude, brûlant comme une braise dans sa poitrine. « Je vais survivre, » dit-elle à Esperanza, caressant la tête de la chèvre. « Ah, je vais survivre juste pour prouver qu'ils ont tort, que je vaux encore quelque chose. » C'est alors qu'un vieux camion s'arrêta sur la route. C'était un homme d'âge moyen, les cheveux gris, un visage bienveillant, des yeux inquiets. « Vous allez bien, madame ?» cria-t-il par la fenêtre. « Que faites-vous ici, toute seule? Vous avez besoin d'un coup de pouce ?» Dorothée regarda l'homme. Il semblait être une bonne personne, de celles qui se soucient encore des autres. Mais la fierté blessée parla plus fort. « Merci, mais je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Mais madame, c'est dangereux. Une dame de votre âge qui se promène toute seule par ici, je peux me débrouiller seule. » L'homme insista encore quelquefois, mais Dorothée secoua la tête avec fermeté. Elle n'allait pas accepter la charité d'un étranger, pas après avoir été jetée comme un déchet par ses propres enfants. Le camion partit en soulevant de la poussière, et Dorothée se retrouva seule à nouveau. Elle prit la valise lourde, fabriqua une corde improvisée avec un morceau de tissu pour que Esperanza ne se perde pas, et commença à marcher, sans savoir où elle allait. À chaque pas qu'elle faisait sur la route poussiéreuse, elle sentait le poids de la valise, et le poids encore plus lourd de la trahison dans sa poitrine. Comment ces enfants avaient-ils pu faire ça? Comment avaient-ils pu la jeter comme un vieux meuble qui ne servait plus? Mais à chaque pas, quelque chose en elle se transformait aussi. La douleur se transformait en colère. La colère se transformait en détermination. « Je vais prouver à ces enfants ingrats que je n'ai pas besoin d'eux pour rien, » murmura-t-elle en marchant. « Je vais survivre, je vais me débrouiller seule. Je vais montrer qu'une femme de 78 ans a encore beaucoup de feu dans le cœur. »
Le soleil se levait fort quand elle passa devant une station-service abandonnée, pompe rouillée, vitres brisées, mais il y avait encore un morceau de toit qui faisait de l'ombre. Pour Dorothée, cela ressemblait à un palais. Elle s'assit sur le sol en ciment fissuré, ouvrit la valise juste un peu, juste pour prendre la bouteille d'eau qu'elle avait apportée. C'est alors que ses mains touchèrent quelque chose d'étrange au fond, quelque chose de dur, lourd, enveloppé dans un tissu épais. Pendant un instant, la curiosité fut plus forte que tout. Ses doigts commencèrent à écarter le tissu. Elle sentit quelque chose qui semblait être du métal, froid, lisse, important. Mais quand elle était sur le point de découvrir ce que c'était, elle s'arrêta. Elle avait promis à son mari. Elle avait promis qu'elle n'ouvrirait ce paquet qu'en dernier recours, quand elle n'aurait plus aucune issue. « On n'en est pas encore là, n'est-ce pas, mon amour ?» murmura-t-elle, comme si son mari pouvait l'entendre. « Pas encore. » Elle recouvrit l'objet, ferma la valise, partagea l'eau avec Esperanza, qui but avec gratitude. « On va s'en sortir, ma fille, » dit-elle, caressant la chèvre. « Tu vas voir. » L'après-midi, alors qu'elle se reposait sous un grand arbre, une voiture bleue s'arrêta sur la route. Un jeune couple en descendit, lui avec un air préoccupé, elle avec des yeux pleins de pitié. « Vous allez bien, madame? Vous avez besoin d'aide ?» demanda le jeune homme, s'approchant lentement. C'était un beau garçon. Il devait avoir une vingtaine d'années, avec des yeux clairs et une attitude douce. Sa petite amie était à côté de lui, une jeune fille aux cheveux longs qui regardait Dorothée comme si elle voyait un fantôme. « Vous ne pouvez pas rester ici toute seule, » dit la jeune fille d'une voix douce. « C'est dangereux. On peut vous emmener jusqu'à la ville la plus proche. Notre voiture a de la place. » Dorothée regarda les deux. Ils semblaient être de bonnes personnes, de famille, le genre de gens qui se soucient encore des autres. Mais après ce que ses propres enfants lui avaient fait, comment pouvait-elle faire confiance à des étrangers? « Merci, mais je n'ai pas besoin d'aide. »« Mais madame, la ville la plus proche est à plus de 20 kilomètres d'ici, » s'exclama le jeune homme. « Vous n'y arriverez pas à pied. »« Si, j'y arriverai. On y arrive toujours quand on n'a pas le choix. » Le couple essaya de la convaincre pendant quelques minutes de plus, mais Dorothée resta ferme. Elle n'allait pas accepter la charité de qui que ce soit, pas après avoir été jetée comme un déchet par ses propres enfants. Quand la voiture disparut sur la route, elle regarda Esperanza. « C'était bien, ma fille. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Il y a des gens bien, mais on ne peut plus se permettre de faire confiance. » En fin d'après-midi, les nuages commencèrent à se former dans le ciel. Épais, sombres, chargés d'orage. Dorothée regarda en haut et sentit la première goutte sur son front. « On va devoir chercher un abri, Esperanza, et vite !» Elles accélérèrent le pas. Mais la nature fut plus rapide. En quelques minutes, il pleuvait fort. Une de ces pluies de l'intérieur qui trempent tout en quelques secondes, qui transforme la route en rivière, qui vous glace jusqu'aux os. La valise devint lourde comme du plomb. La route de terre se transforma en boue collante, qui rendait chaque pas difficile. C'est alors qu'elles aperçurent le pont. Il était petit. Il passait au-dessus d'un ruisseau qui courait maintenant plein avec l'eau de la pluie. En dessous, il y avait assez d'espace pour qu'elle s'abrite. Dorothée courut avec Esperanza, glissant dans la boue, faillant tomber 2 fois, jusqu'à arriver sous la structure en béton. Elle était trempée jusqu'aux os, tremblant de froid, mais au moins elle était protégée de la pluie. Elle s'enroula dans la couverture qu'elle avait apportée dans la valise, attira Esperanza près d'elle. La chèvre tremblait aussi, mais se laissa embrasser comme si elle comprenait qu'elles avaient besoin l'une de l'autre pour se réchauffer. « On va y arriver, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour rassurer l'animal. On doit y arriver. Je ne vais pas leur faire ce plaisir à ces enfants ingrats. » La pluie dura toute la nuit. Dorothée ne ferma pas l'œil, écoutait chaque bruit, chaque vent, chaque goutte qui tombait du toit du pont. Esperanza dormit blottie contre elle, réchauffant son corps glacé avec la chaleur de son propre petit corps. Ce fut pendant la nuit que la fièvre commença. D'abord, ce fut juste un mal de tête. Ensuite,
tout le corps lui fit mal. Ensuite, cette chaleur à l'intérieur qui n'avait rien à voir avec la température de l'air. « Je ne peux pas tomber malade maintenant », murmura-t-elle, sentant sa vue se troubler. « Je ne peux pas abandonner maintenant. » Mais son corps ne lui demandait pas son avis. La fièvre monta, et avec elle vinrent les délires. Dorothée commença à voir des choses qui n'étaient pas là. Elle voyait Roberto petit courir dans la maison, rire, demander des câlins. Elle voyait Martha apprendre à marcher, trébucher. Elle courait pour la rattraper. Elle voyait son mari rentrer du travail avec ce sourire qui illuminait son monde. « Roberto, mon fils, où es-tu » murmura-t-elle dans la fièvre. « Maman a froid. Viens embrasser maman, s'il te plaît. » Esperança devint agitée, bêlant doucement, léchant le visage de Dorothée, comme si elle voulait la réveiller du cauchemar dans lequel elle était plongée. Quand le jour se leva, la pluie s'arrêta, mais la fièvre était toujours élevée. Dorothée pouvait à peine rester debout. Elle savait que si elle ne trouvait pas d'aide rapidement, elle pourrait ne pas survivre. Mais où? Comment? C'est alors qu'elle entendit le bruit d'un moteur qui s'approchait. Un vieux camion avec la peinture écaillée s'arrêta juste au-dessus du pont. Un homme descendit et regarda en bas. « Y a quelqu'un là-dessous » Dorothée essaya de répondre, mais sa voix sortit faible comme un murmure. Esperança, comme si elle comprenait la situation, bêla fort, attirant l'attention de l'homme. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il quand il descendit et vit son état. « Madame, vous êtes très malade !» C'était un monsieur d'un certain âge, les cheveux gris, des vêtements simples, mais des yeux bienveillants. Il avait l'air de quelqu'un qui connaissait la souffrance, et pour cette raison, il la reconnaissait chez les autres. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, la prenant dans ses bras comme si elle était un enfant. Je vais m'occuper de vous, et de votre compagne aussi. »« La valise, » murmura-t-elle, perdant déjà connaissance. « N'oubliez pas la valise. Ne vous inquiétez pas, je vais tout prendre. » Quand l'homme la porta jusqu'au camion, avec Esperança bêlant à côté, Dorothée perdit complètement connaissance. Mais avant de s'évanouir, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des jours. Elle sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait encore des gens bien dans le monde. Des gens qui n'abandonnent pas une dame de 78 ans pour mourir sous un pont. Ce que Dorothée ne savait pas, c'est qu'elle venait de rencontrer la personne qui allait changer sa vie pour toujours. Et elle ne savait pas non plus que dans quelques jours, elle allait découvrir que la valise qu'elle portait contenait bien plus que des souvenirs de son mari. Elle contenait le secret qui allait bouleverser la vie de ses enfants qui l'avaient abandonnée. Mais ce serait une histoire pour plus tard. Pour l'instant, elle devait juste survivre à la fièvre et faire confiance au destin qui avait encore des plans pour elle. Manuel Ribeiro avait 82 ans et connaissait le goût amer de l'abandon mieux que quiconque. C'est pourquoi quand il vit une dame évanouie sous le pont avec une chèvre à côté, il n'hésita pas une seconde. Il savait que ceux qui passent par là ont besoin de quelqu'un qui comprenne. Il porta Dorothée dans ses bras comme si c'était sa fille. Elle brûlait de fièvre, délirante, appelant des noms qu'il ne connaissait pas. Esperança suivit le camion en bêlant, comme si elle savait que cet homme était différent des autres. « Calme-toi, madame », murmura Manuel en conduisant sur les routes de terre. « Monsieur Manuel va s'occuper de toi, et de ta petite amie aussi. » La maison de Manuel était simple, mais accueillante. 2 pièces. Une cuisine à l'arrière, une cour avec un potager qu'il cultivait seul. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un foyer. Une chose qu'il n'avait plus depuis 5 ans, depuis que ses propres enfants avaient décidé qu'il gênait leur vie. Il posa Dorothée dans son propre lit, la couvrit de toutes les couvertures qu'il avait, et commença à s'occuper d'elle comme si c'était de la famille. Des compresses d'eau froide sur le front, du thé aux herbes que sa défunte épouse lui avait appris. La patience de quelqu'un qui sait que certaines blessures mettent du temps à guérir. Pendant 3 jours, Dorothée resta entre la vie et la conscience. Elle parlait à des gens qui n'étaient pas là, pleurait en dormant, serrait la couverture comme si elle allait se noyer. Manuel ne la quitta pas une minute.
Esperanza restait allongée par terre à côté du lit, veillant comme un ange à quatre pattes. « Roberto, pourquoi tu m'as fait ça ?» murmura-t-elle dans la fièvre. « Martha, je t'ai tout donné. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi ?» Manuel écoutait en silence. Il connaissait cette douleur. La même douleur qu'il ressentait quand il se souvenait de ses propres enfants disant qu'ils devaient comprendre leur situation. Le troisième jour, quand le soleil se levait, Dorothée ouvrit les yeux. Elle était dans un lit qu'elle ne connaissait pas, dans une chambre qui n'était pas la sienne, avec un homme inconnu préparant du café dans la cuisine. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix rauque, effrayée. Manuel apparut à la porte avec une tasse fumante. « Vous êtes chez vous, Madame Dorothée, chez vous et en sécurité. Comment savez-vous mon nom ? Vous avez beaucoup parlé pendant la fièvre, dit Manuel en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Vous avez parlé de Roberto, de Martha, d'une valise très importante. » Il fit une pause et la regarda dans les yeux. « Vous avez parlé d'enfants qui ont abandonné leur propre mère sur une route. » Les larmes vinrent toutes en même temps. Pas des larmes de fièvre ou de délire, des larmes de quelqu'un qui se souvient que la vie a été bouleversée en quelques heures. « Ils m'ont jeté, » dit-elle entre les sanglots. « Ils m'ont dit qu'ils m'emmenaient dans une résidence spéciale, mais ils m'ont laissé au milieu de nulle part, avec une chèvre, comme si j'étais un déchet, comme si je ne valais rien. » Manuel tendit la tasse de café. « Buvez, ça va vous faire du bien. » Dorothée prit la tasse avec des mains tremblantes. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi vous prenez soin de moi ?» Manuel regarda par la fenêtre la route de terre qui passait devant la maison. Et quand il parla, sa voix était chargée d'une tristesse profonde. « Parce que je sais ce que c'est, Madame Dorothée. Je sais exactement ce que c'est. » « Comment ça ? Ça fait 5 ans que mes enfants m'ont dit que j'embêtais leur vie, » dit Manuel en prenant une profonde inspiration. Ils m'ont mis dans une camionnette, comme ils l'ont fait avec vous, et ils m'ont laissé dans une maison de retraite bon marché à l'intérieur des terres. » Dorothée arrêta de pleurer et le regarda avec des yeux écarquillés. « Comment est-ce possible ? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de s'occuper de moi, que j'étais un fardeau, qu'ils devaient vivre leur propre vie, » dit la voix de Manuel, calme, mais avec des années de douleur dans ses mots. « Je suis resté dans cette maison de retraite pendant 6 mois, un endroit terrible. La nourriture était mauvaise, les infirmiers n'avaient pas de patience, des vieux qui attendaient l'heure de partir. Et comment en êtes-vous sorti ? » « Je me suis enfui, » dit Manuel en riant sans humour. « C'est ça, je me suis enfui. J'ai sauté par-dessus la clôture un matin et je me suis retrouvé ici. J'ai réussi à louer cette petite maison avec ma retraite. Et je suis ici depuis 4 ans et demi. Seul, mais libre. » Dorothée but le café par petites gorgées. Il était fort, chaud, le goût d'une vraie maison. « Et vos enfants ? Ils ne vous ont jamais recherché ? » « Jamais, » dit Manuel en secouant la tête. « Et regardez qu'ils savent où j'habite. Un voisin d'ici a dit qu'ils sont déjà venus demander après moi. Mais ils ne sont jamais descendus de la voiture. Ils voulaient juste savoir si j'étais vivant pour ne pas avoir de problème avec la sécurité sociale. » La colère que Dorothée ressentait envers ses propres enfants grandit aussi pour les enfants de Manuel. « Comment des gens comme ça existent-ils » murmura-t-elle. « Comment des personnes peuvent-elles être si cruelles envers ceux qui leur ont donné la vie ? Vous savez ce qui fait le plus mal, » dit Manuel en regardant ses propres mains. « Ce n'est même pas l'abandon. C'est de découvrir que vous avez élevé des gens sans cœur, que tout cet amour que vous avez donné n'a servi à rien. »« Vous avez raison, » dit Dorothée en essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « J'ai travaillé dur pour élever mes enfants. Quand mon mari est parti, j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Mais j'y suis arrivé. Je leur ai donné une éducation, de la nourriture, de l'affection. Et pourquoi ? Pour qu'à la fin, ils me laissent sur une route avec une chèvre. » Manuel se leva et alla à la fenêtre. « Vous avez parlé d'une valise pendant la fièvre. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose de très important à l'intérieur. » Dorothée sentit son cœur s'accélérer. « La valise ? Où est la valise ? » ?»« Elle est ici. Ne vous inquiétez pas, » dit Manuel en pointant vers le coin de la chambre. « Je n'ai rien touché.
Je l'ai juste apportée quand je vous ai apporté. C'était la valise de son mari, intacte, comme elle l'avait laissée. Pendant un instant, elle eut envie de l'ouvrir devant Manuel, de découvrir une fois pour toutes ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais non, ce n'était pas encore l'heure. « Merci de vous en être occupé, dit-elle. Et de moi. Vous ne me connaissez même pas, mais je sais ce que vous traversez, interrompit Manuel. Et quand on passe par là, on le reconnaît chez les autres. Il revint à la chaise et la regarda dans les yeux. Que diriez-vous de faire un accord, Madame Dorothée? Quel genre d'accord? Vous restez ici. Vous m'aidez à m'occuper de la maison. Je partage avec vous ce que j'ai. 2 abandonnés s'entraidant. Vous cuisinez mieux que moi, j'en suis sûr. Et je peux encore m'occuper du potager. Dorothée regarda autour d'elle. La chambre était simple, mais propre. Murs blanchis à la chaux, sol en ciment damé. Il y avait quelque chose que sa propre maison n'avait plus. Paix et espoir. Espérança peut rester aussi? Demanda-t-elle. Bien sûr. Toute bonne maison a besoin d'une mascotte. Comme si elle savait qu'il parlait d'elle, la chèvre apparut à la porte de la chambre, bêlant doucement, avec cette manière de quelqu'un qui était inquiet. « Salut, ma fille, dit Dorothée en tendant la main. Viens ici, tout va bien maintenant. » Esperanza s'approcha et posa sa tête dans sa main, comme si elle voulait dire qu'elle ne laisserait plus jamais sa maîtresse seule. « Alors, Madame Dorothée, acceptez-vous ma proposition ?» Dorothée regarda Manuel. Esperanza. La valise dans le coin de la chambre. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis que son mari était parti. Elle sentit qu'elle pourrait peut-être être heureuse à nouveau. « J'accepte, Monsieur Manuel, » dit-elle en souriant pour la première fois depuis des semaines. « Et merci beaucoup. Pas besoin de remercier. On s'entraide, c'est tout. » Cet après-midi-là, Manuel montra toute la maison à Dorothée. La cour avec le potager. La cuisine avec le poêle à bois, le petit salon avec 2 fauteuils à bascule sur la véranda, tout était très simple, mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Accueil. « Vous pouvez prendre ma chambre ?» dit Manuel. « Moi, je dors dans le salon. »« Pas question, vous m'avez sauvé. Je ne vais pas prendre votre lit aussi. » Alors on alterne. 1 semaine chacun. Ils passèrent le reste de la journée à organiser la nouvelle routine. Dorothée insista pour préparer le dîner. Emmanuel fut impressionné par son talent en cuisine. Ça faisait des années qu'il n'avait pas mangé un vrai repas, fait avec amour. Le soir, ils s'assirent sur la véranda en regardant les étoiles. Esperanza était allongée entre les 2 fauteuils, mâchant une herbe que Manuel avait spécialement apportée pour elle. « Vous savez ce qui me manque le plus ?» dit Dorothée à voix basse. « Quoi ? D'avoir quelqu'un à qui parler. D'avoir quelqu'un qui se soucie de savoir si je vais bien ou mal. Maintenant, vous avez, répondit Manuel, et moi aussi, j'ai quelqu'un. » Dorothée regarda la valise qui était dans la chambre, et elle sentit quelque chose d'étrange. Comme si ce qu'il y avait à l'intérieur attendait le bon moment pour apparaître, comme si le destin les avait réunis, elle et Manuel, pour une raison plus grande. Elle ne savait pas encore qu'en quelques jours, elle allait découvrir que la valise ne contenait pas seulement des souvenirs de son mari. Elle contenait quelque chose qui allait faire amèrement regretter à Roberto et Martha de l'avoir abandonnée. Mais cette découverte était encore à venir. Pour l'instant, elle voulait juste sentir le goût d'avoir une famille à nouveau. Même si c'était une famille formée d'un vieux abandonné, d'une vieille abandonnée et d'une chèvre qui comprenait l'abandon mieux que quiconque. 2 semaines plus tard, Dorothée se réveilla avec l'odeur de café et de pain maison venant de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, elle sourit avant même d'ouvrir complètement les yeux. Manuel préparait le petit déjeuner, fredonnant doucement une vieille chanson. « Bonjour, Monsieur Manuel, dit-elle en apparaissant dans la cuisine avec Esperanza bêlant derrière elle. « Bonjour, Madame Dorothée, vous avez bien dormi ?» La question était simple, mais elle portait une affection sincère qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, quelqu'un qui se souciait vraiment de savoir si elle avait bien dormi, si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. « Oui, j'ai bien dormi.
J'ai rêvé de mon mari. Il souriait. Manuel posa 2 tasses fumantes sur la table. Quand on est en paix, ceux qui sont partis sont aussi en paix. Les premiers jours, ils avaient été prudents l'un envers l'autre. Après tout, ils étaient des étrangers unis seulement par l'abandon de leurs enfants. Mais ils découvrirent rapidement qu'ils avaient beaucoup en commun. Ils aimaient se lever tôt, le café fort, parler en regardant la cour, plus important encore. Ils savaient apprécier les petites gentillesses. La routine s'est formée naturellement. Dorothée s'occupait de la cuisine et transformait les repas de Manuel en petits festins. Il ne mangea plus jamais seul. Elle s'occupait de la maison avec l'affection de quelqu'un qui avait enfin un foyer à nouveau. Manuel entretenait le potager et réparait ce qui était cassé, laissant toujours des fleurs fraîchement cueillies pour elle sur la table de la cuisine. « Vous n'étiez pas obligé », disait-elle chaque matin, émue. « Si, je le devais. Une maison sans fleurs est une maison sans âme. » Esperanza devint la mascotte officielle de la propriété. Elle suivait Manuel dans le potager, aidait Dorothée à étendre le linge sur la corde, et le soir, elle s'allongeait entre les 2 fauteuils à bascule comme si elle était la gardienne de la paix qu'ils avaient trouvée. C'est dans la 3e semaine que Madame Conceição, la voisine la plus proche, apparut à la porte avec une casserole de haricots. « Je suis venue rencontrer la nouvelle locataire, dit-elle, avec cette curiosité typique des petites villes. Conceição avait 62 ans, les cheveux gris attachés en chignon, des yeux malins qui ne rataient rien. Elle connaissait Manuel depuis 4 ans et ne l'avait jamais vu aussi animé. « Madame Dorothée, voici Madame Conceição, ma voisine, » dit Manuel en faisant les présentations. « Conceição, voici Madame Dorothée, ma partenaire. » Le mot resta en suspens. Partenaire. C'était plus qu'une amie, mais ce n'était pas un parent. C'était quelqu'un qui comprenait, qui partageait, qui rendait la vie digne d'être vécue. « Enchanté, » dit Dorothée en essuyant ses mains sur son tablier. « Entrez, je vous en prie. Je viens de faire un gâteau de maïs. » Les 3 s'assirent dans la cuisine, et Conceição observa tout avec les yeux de quelqu'un qui comprend les gens, la table mise avec soin, les fleurs dans le vase, Manuel fredonnant en arrosant les plantes. C'était un autre homme. En 4 ans à vivre ici à côté, je n'ai jamais vu Monsieur Manuel aussi heureux, dit-elle quand il sortit pour chercher plus de café. Nous 2, nous avons vécu la même chose, expliqua Dorothée. Des enfants qui ont abandonné leurs parents comme si nous étions des fardeaux. Conceição secoua la tête avec tristesse. Quel monde est-ce que nous vivons ? Des pères et mères qui ont donné leur vie pour leurs enfants sont jetés comme de vieux meubles. « Monsieur Manuel m'a sauvé, littéralement, » dit Dorothée. « Sans lui. Et vous, vous l'avez sauvé aussi, » interrompit Conceição. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il est comme neuf. » Quand Manuel revint, les 3 parlèrent de la vie dans la ville, des voisins, des petites choses qui rendent le quotidien spécial. Conceição partit en promettant de revenir souvent. Et Dorothée gagna sa première amie dans sa nouvelle vie. « Vous l'avez aimé, Monsieur Manuel ?» demanda-t-elle après. « Madame Conceição est une bonne personne, et maintenant vous avez une amie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec une autre femme comme ça. » Les semaines passèrent, et la maison prit vie. Manuel apprit à Dorothée à s'occuper du potager, et elle découvrit qu'elle avait la main verte. « Mes mains ont toujours été bonnes pour faire pousser les choses, » dit-elle, admirant les petites tomates qu'elle avait plantées. Le soir, après le dîner, ils s'asseyaient sur la véranda en racontant des histoires. Dorothée parlait de l'époque où ses enfants étaient petits, avant que l'ingratitude ne les envahisse. Manuel racontait sa jeunesse, ses rêves, son épouse qu'il avait aimée jusqu'à son dernier jour. « On aurait pu se rencontrer avant, » dit Dorothée un de ces soirs. « On aurait pu. Mais peut-être que ce n'était pas le bon moment, » répondit Manuel. « Peut-être qu'on devait passer par l'abandon pour apprendre la valeur d'avoir quelqu'un de vrai. » C'est un matin de jeudi que Dorothée remarqua quelque chose de différent. Manuel arrosait les plantes, mais il s'arrêta au milieu, porta la main à sa poitrine et resta immobile pendant quelques secondes, respirant avec difficulté. « Monsieur Manuel, tout va bien ? » « Oui, c'est juste un peu de fatigue. » «
Mais Dorothée savait que ce n'était pas juste de la fatigue. Elle s'était occupée de son mari assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un n'allait pas bien. Elle observa Manuel pendant les jours suivants et remarqua qu'il se fatiguait plus facilement, qu'il manquait parfois d'air, qu'il évitait de faire des efforts. « Vous devez aller chez le médecin, dit-elle un après-midi. Je n'ai pas besoin de médecin. Je vais bien. Monsieur Manuel, ne me mentez pas. Ça fait plus d'1 mois qu'on se connaît. Je sais quand vous n'allez pas bien. » Manuel soupira et s'assit sur le fauteuil à bascule. « D'accord, admit-il finalement. Ça fait un moment que je sens des douleurs dans la poitrine, mais le médecin coûte cher, et je ne veux pas dépenser de l'argent pour rien. »« Pour rien ?» dit Dorothée presque en criant. « Votre santé est pour rien ? Madame Dorothée, j'ai 82 ans. Si c'est mon heure, c'est mon heure. »« Ne parlez pas comme ça, dit-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Vous m'avez sauvé. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de vous. » Cette nuit-là, Dorothée ne put pas dormir. Et si Manuel allait mal, et si elle perdait la seule personne au monde qui se souciait d'elle? Elle regarda la valise dans le coin de la chambre, et pour la première fois, elle pensa sérieusement à l'ouvrir. Son mari disait toujours qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose pour les urgences. Est-ce que les problèmes de santé de Manuel comptaient comme une urgence? Est-ce que c'était le moment de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur? Elle se leva doucement, allait jusqu'à la valise, toucha la serrure. C'était le moment? Pas encore. Mais peut-être était-ce proche. Le lendemain matin, Manuel s'évanouit dans la cour. Dorothée le trouva étendu à côté des tomates, avec Esperanza bêlant désespérément à côté de lui. Elle courut chez la voisine. Conceição Aïda a appelé une ambulance. À l'hôpital, le médecin fut direct, sans détour. Il a de sérieux problèmes cardiaques. Il a besoin d'un traitement urgent, mais ce sera cher. « Combien ?» demanda Dorothée, sentant la panique monter. « Environ 15 000 réais. Sans le traitement, il ne lui reste que quelques mois. » Dorothée sentit le monde s'effondrer à nouveau. Elle ne pouvait pas perdre Manuel. Elle ne pouvait pas rester seule à nouveau. Pas quand elle venait de trouver une vraie famille. C'est alors qu'elle regarda la valise que Conceição avait apportée de l'hôpital et prit une décision. En rentrant à la maison, elle posa la valise sur la table de la cuisine et la regarda longtemps. « Mon amour, dit-elle à son mari qui n'était plus là, je pense que c'est le moment de découvrir ce que vous m'avez gardé. » Esperanza s'approcha et posa sa tête contre sa jambe, comme si elle comprenait l'importance de ce moment. Avec des mains tremblantes, Dorothée ouvrit la serrure de la valise pour la première fois en plus de 5 ans. À l'intérieur, il y avait des vêtements usés, quelques photos, la Bible usée qu'elle connaissait déjà. Mais au fond, enveloppée dans un tissu épais, se trouvait ce qu'elle avait touché ce jour-là au poste abandonné. C'était une boîte en métal, lourde, avec quelque chose d'écrit sur le couvercle. Quand elle enleva complètement le tissu, elle faillit tomber de la chaise. Sur le couvercle de la boîte, avec l'écriture inconfondable de son mari, « Pour ma chère Dora, ouvre seulement quand tu en auras vraiment besoin. » Avec des mains tremblantes, au point de presque tout faire tomber, Dorothée ouvrit la boîte, et ce qu'elle vit à l'intérieur fit s'arrêter son cœur. À l'intérieur de la boîte, enveloppée dans un plastique épais, se trouvaient des papiers, des documents, et quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé exister. Des titres de propriété, des actions d'entreprise, des certificats d'investissement, et une lettre de son mari expliquant tout. Avec des mains tremblantes, elle commença à lire « Ma chère Dora, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà partie et que tu as vraiment besoin d'aide. Pendant toutes ces années à travailler à la mairie, j'ai réussi à économiser et à investir sans que tu le saches. Je voulais te faire une surprise quand je prendrai ma retraite. Mais le destin en a décidé autrement. Cet argent est à toi. Utilise-le pour être heureuse. Utilise-le pour vivre avec dignité. Et si nos enfants te maltraitent un jour, utilise-le pour leur montrer la valeur de la mère qu'ils ont. Tu as toujours été la femme la plus forte que j'ai connue. Et je sais que tu sauras quoi faire. Je t'aime pour toujours, ton Joachim. » Les larmes coulaient sur le visage de Dorothée tandis qu'elle lisait document après document. Selon les papiers,
Elle était propriétaire de terrains au centre de Santo André do Valle qui valaient des millions de réais. Elle était associée de 3 entreprises prospères. Elle avait des investissements qui rapportaient plus en un mois que sa retraite en un an. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, s'affalant sur la chaise. « Je suis riche, je suis vraiment riche !» Esperanza s'approcha, comme si elle sentait que quelque chose de très important était en train de se passer. Dorothée caressa la tête de la chèvre, essayant toujours de comprendre la découverte. « Esperanza, tu sais ce que ça signifie ?» dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je peux payer le traitement de ton Manuel, je peux le sauver. » Mais avec la joie vint une colère qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Une colère froide, calculée. Roberto et Martha savaient de cet héritage. C'est pour ça qu'ils l'avaient abandonnée, pour tout garder quand elle partirait. À ce moment-là, beaucoup de choses prirent sens. Les visites étranges de ses enfants au cours de l'année précédente, toujours demandant des papiers importants de papa, les insistances pour qu'elle vende la maison et aille vivre dans un endroit meilleur, les regards qu'ils échangeaient entre eux quand ils pensaient qu'elle ne regardait pas. « Ils savaient », dit-elle à voix haute, sentant la colère brûler dans sa poitrine. « Ils savaient de l'héritage et m'ont abandonné pour que je parte seule et qu'ils gardent tout. » La découverte fut comme un coup de poing dans l'estomac. Non seulement elle avait été abandonnée, elle avait été trompée, manipulée, utilisée par ses propres enfants. Dorothée se souvint de 6 mois plus tôt. Roberto était apparu avec une excuse bidon pour fouiller dans la chambre de son père. « Maman, ça ne te dérange pas si je jette un coup d'œil au papier de papa, hein? C'est juste pour organiser la documentation. » Elle avait laissé faire sans rien suspecter. Et Roberto avait tout fouillé, tiroir, armoire, sous le lit, jusqu'à ce qu'il trouve un tiroir secret qu'elle ne connaissait même pas, et il avait trouvé des références aux investissements de son mari. « Martha, Carlos, venez voir ça !» avait-il crié ce jour-là. Le vieux a caché de l'argent à maman. Une fortune, regardez ça, des terrains, des entreprises, des actions. Combien ? Avait demandé Martha, calculant déjà sa part. Des millions, avait répondu Carlos, feuilletant les documents. Plusieurs millions. Maman ne doit pas savoir ça, avait dit Roberto, prenant certains papiers et les mettant dans sa poche. Si elle découvre, elle va tout dépenser. Elle va tout donner à l'église. Elle va faire des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Avait demandé Martha. Roberto avait regardé ses frères et sœurs, et un sourire froid s'était formé sur son visage. On attend. On attend quoi? On attend qu'elle parte naturellement. Elle a déjà 78 ans. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Et si ça prend du temps, avait demandé Carlos. On accélère le processus, avait dit Roberto à voix basse. On la met dans une maison de retraite bon marché, très bon marché, de celle que personne ne contrôle. Et on attend que la nature suive son cours. « Hein, tu es sérieux ?» avait demandé Martha, les yeux écarquillés. « Tout à fait, c'est elle ou nous, et je choisis nous. » Et les 3 avaient été d'accord, la même, dans cette chambre, pendant que la mère préparait le déjeuner dans la cuisine. Ils avaient tout planifié. Ce que Dorothée ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Roberto et Martha étaient en ville à la recherche d'informations sur elle. Ils étaient allés jusqu'à l'ancienne maison et avaient découvert qu'elle était abandonnée. Ils avaient demandé aux voisins, qui avait dit avoir vu une camionnette l'emmener. « Martha, on doit retrouver notre mère », disait Roberto au téléphone, nerveux. L'avocat a dit que sans elle, on ne peut pas accéder à l'héritage de papa. Mais on l'a laissée quelque part pour qu'elle parte seule, répondait Martha de l'autre côté de la ligne. Oui, mais elle n'aurait pas dû survivre aussi longtemps. On doit la retrouver, le corps, pour obtenir le certificat de décès. Il ne savait pas que la mère qu'il pensait avoir éliminée était à seulement 30 kilomètres de distance, riche, heureuse, soignée, et en train de planifier ce qu'elle ferait quand ils apparaîtraient. Parce que Dorothée savait qu'ils apparaîtraient. Les enfants avides apparaissent toujours quand il y a de l'argent en jeu. Et quand cela arriverait,
Ils allèrent découvrir que la vieille qu'ils avaient abandonnée sur une route s'était transformée en quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. La seule question était, aurait-elle pitié d'eux? Ou leur donnerait-elle exactement ce qu'ils méritaient? 3 mois après la découverte de l'héritage, Dorothée arrosait les tomates quand Esperanza commença à bêler de manière agitée. La chèvre courut jusqu'au portail, resta là à regarder la route, inquiète, avec cette manière d'animal qui sent le danger arriver. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» demanda Dorothée. Mais elle entendit bientôt le bruit d'une voiture qui s'approchait. Une camionnette blanche s'arrêta devant la maison. La même camionnette qui l'avait emmenée à l'abandon 3 mois plus tôt. Le cœur de Dorothée s'emballa, mais cette fois, ce n'était pas de peur, de colère. Roberto descendit le premier, suivi par Martha, et par Carlos, le fils du milieu, qui voyageait pour le travail au moment de l'abandon. Les 3 regardèrent la propriété avec une surprise à peine déguisée. Ils s'attendaient à trouver leur mère dans un endroit misérable. Pas une maison bien tenue, avec un jardin fleuri, un potager bien entretenu, des fleurs aux fenêtres. « Elle est bien là », murmura Roberto. La vieille obstinée a réussi à survivre. Manuel apparut à la porte de la cuisine, se plaça à côté de Dorothée, connaissait toute l'histoire et savait que ce moment arriverait tôt ou tard. « Maman !» cria Martha, forçant un sourire faux si artificiel qu'il semblait faire mal au visage. « Grâce à Dieu, tu vas bien. On était très, très inquiets. » Dorothée ne répondit pas, resta immobile, tenant le tuyau d'arrosage, regardant ses 3 enfants comme s'ils étaient des étrangers dangereux. « Nous t'avons cherché partout, » mentit Carlos sans détour. « Quand on a su que tu avais quitté la maison... »« Naam, quitté ?» interrompit Dorothée, sa voix froide comme la glace. « C'est comme ça que vous appelez ce que vous m'avez fait? Quitté ?» Roberto s'approcha de la clôture, gardant toujours la pose du fils inquiet. « Maman, il y a eu un terrible malentendu. On ne t'a jamais voulu abandonner, jamais. C'était juste pour t'emmener dans un endroit meilleur, mais tout a mal tourné. Vous m'avez laissé sur une route déserte, » compléta Dorothée, la voix tranchante, avec une chèvre, au milieu de nulle part, la nuit, en me disant d'avoir toute la liberté du monde. « C'était une erreur, maman, » dit Martha, des larmes fausses commençant à couler sur son visage maquillé. « Une terrible erreur. C'est pourquoi nous sommes ici maintenant, pour te chercher. » Manuel s'avança, croisa les bras. « Et qui êtes-vous »« Nous sommes ses enfants, » répondit Roberto avec arrogance, regardant Manuel de haut en bas. « Et toi, tu es qui ?»« Je suis sa famille, » répondit Manuel fermement. « La famille qu'elle a choisie, après que vous l'avez abandonnée. » Le masque des 3 commença à tomber. Roberto regarda Manuel avec un mépris à peine déguisé. « Famille choisie ?» dit-il presque en crachant les mots. « Maman, tu vis avec un étranger? À ton âge? Quelle honte !»« Monsieur Manuel n'est pas un étranger, » dit Dorothée, sa voix gagnant en force. « Il m'a sauvé de la fièvre qui m'aurait emporté. Il m'a donné un foyer quand mes propres enfants m'ont jeté comme un déchet. »« Maman, arrête tout ce drame !» s'exclama Carlos, perdant patience. « On est venu te chercher pour te ramener à la maison. »« Quelle maison ?» demanda Dorothée. « Vous avez vendu ma maison. Vous vous souvenez? On l'a vendue pour payer tes dettes, » mentit Roberto sans ciller. « Et maintenant, on veut que tu vives avec nous, avec la vraie famille. » Dorothée éclata d'un rire amer, sec, sans aucune trace d'humour. « Intéressant, très intéressant en effet, » dit-elle en faisant une pause dramatique. « Il y a 3 mois, j'étais un obstacle qui gênait votre vie. Maintenant, vous voulez que je vive avec vous? Qu'est-ce qui a changé ?» Les 3 se regardèrent nerveusement. Ils avaient répété cette conversation sur le chemin, mais ils ne s'attendaient pas à trouver leur mère si lucide, si ferme, si différente. Ce fut alors que la mémoire de Dorothée revint 6 mois plus tôt, quand elle vivait encore dans l'ancienne maison. Flashback, 6 mois plus tôt. Roberto était apparu avec une excuse bidon pour fouiller dans la chambre de son père. « Maman, ça ne te dérange pas si je jette un coup d'œil au papier de papa, hein? C'est juste pour organiser la documentation, des trucs de la mairie. »
Elle avait laissé faire sans rien suspecter. Roberto avait tout fouillé, tiroir, armoire, sous le lit, jusqu'à ce qu'il trouve un tiroir secret qu'elle ne connaissait même pas. Et il avait trouvé des références aux investissements de son mari, des documents bancaires, des preuves de propriété, des actions. « Martha, Carlos, venez voir ça !» avait-il crié, les yeux brillants de cupidité. Les trois s'étaient réunis dans la chambre, avaient verrouillé la porte et avaient commencé à feuilleter les papiers avec des mains tremblantes d'excitation. « Le vieux a caché de l'argent à maman », murmura Roberto. « Une fortune, regardez ça, des terrains, des entreprises, des actions. »« Combien ?» demanda Martha, calculant déjà sa part. « Des millions, » répondit Carlos, feuilletant les documents. « Plusieurs millions. »« Maman ne doit pas savoir ça, » dit Roberto, prenant certains papiers et les mettant dans sa poche. « Si elle découvre, elle va tout dépenser. Elle va tout donner à l'église. Elle va faire des bêtises. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Martha. Roberto regarda ses frères et sœurs, et un sourire froid se forma sur son visage. « On attend. »« On attend quoi ? » ?»« On attend qu'elle parte naturellement. Elle a déjà 78 ans. Ça ne devrait pas prendre longtemps. »« Et si ça prend du temps ?» demanda Carlos. « On accélère le processus, » dit Roberto à voix basse. « On la met dans une maison de retraite bon marché, très bon marché, de celle que personne ne contrôle, et on attend que la nature suive son cours. »« Tu es sérieux ?» demanda Martha, les yeux écarquillés. « Tout à fait, c'est elle ou nous, et je choisis nous. » Et les trois furent d'accord, là même, dans cette chambre, pendant que la mère préparait le déjeuner dans la cuisine. Ils avaient tout planifié. Retour au présent. Dorothée regarda ses trois enfants, et pour la première fois, elle vit clairement qui ils étaient vraiment. « Vous savez quoi ?» dit-elle, interrompant ses propres pensées. « Vous avez raison, beaucoup de choses ont changé. »« Alors tu viens avec nous ?» demanda Martha, pleine d'espoir, faisant déjà un pas vers le portail. « Non, » dit Dorothée en souriant pour la première fois depuis qu'ils étaient arrivés. « Mais j'ai changé, et j'ai découvert quelque chose d'intéressant ces derniers mois. » Roberto fronça les sourcils. Quelque chose dans la voix de sa mère le mit mal à l'aise. « Oh, quelle chose ! J'ai découvert que mon mari était beaucoup plus malin que je ne l'imaginais, » dit Dorothée en faisant une pause dramatique, « et que mes enfants sont beaucoup plus avides que je ne le craignais. »« De quoi tu parles ?» demanda Roberto, la voix tremblante. « Je parle de l'héritage que vous vouliez tant, » dit Dorothée en laissant tomber les mots comme des bombes. « De l'héritage pour lequel vous m'avez abandonné sur une route pour mourir. » Le silence fut total, absolu. Les trois enfants devinrent pâles comme des fantômes, le sang se retirant de leur visage. « Nous ne savons rien d'un héritage, » balbutia Roberto, la sueur commençant à perler sur son front. « Vous ne savez pas ?» dit Dorothée en riant sèchement. « Alors pourquoi Roberto a-t-il fouillé dans le tiroir secret de papa il y a 6 mois ? Pourquoi vous trois êtes-vous enfermés dans la chambre pendant 1 heure entière ? Pourquoi êtes-vous apparus ici, maintenant, après m'avoir laissé aux bêtes ?» Martha commença à pleurer, mais cette fois, les larmes étaient réelles, de panique, de désespoir. « Maman, on peut expliquer… » « Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, » dit Dorothée en s'approchant de la clôture et en les regardant dans les yeux. « J'ai tout compris, tout. » Elle pointa chacun d'eux. « Vous avez découvert que papa avait laissé de l'argent. Vous avez pensé que j'étais trop bête pour m'en occuper, ou trop vieille pour mériter de vivre pour en profiter. Alors vous avez décidé de me jeter et d'attendre que je parte pour tout garder. Ce n'était pas exactement comme ça. » essaya de mentir Carlos. « C'était exactement comme ça, » dit la voix de Dorothée, forte, ferme, chargée d'une autorité qu'il ne lui avait jamais vue. « Vous m'avez regardé dans les yeux, vous avez menti sur une résidence spéciale, vous m'avez emmené au milieu de nulle part, et vous m'avez abandonné comme si j'étais un vieux chien. Maman, on peut… » commença Martha. « Silence !» Le cri de Dorothée résonna dans la cour, effraya même les oiseaux dans les arbres. « 45 ans, j'ai consacré à vous trois, 45 ans !» Sa voix était chargée de douleur, de colère,
de déception. J'ai travaillé double après que votre père est parti. Femme de ménage le jour, blanchisseuse la nuit. J'ai vendu mes quelques biens pour vous donner une éducation. J'ai eu faim pour que vous mangiez. Je suis resté sans vêtements neufs pendant des années pour que vous ayez des uniformes décents. Et à la fin, vous avez découvert un héritage et décidé que je ne méritais pas de vivre pour en profiter. Roberto essaya de se reprendre, essaya de revenir au personnage du fils inquiet. Maman, si tu sais pour l'héritage, alors résolvons ça en famille. Partageons tout entre nous quatre, faisons les choses correctement. Dorothée le regarda avec tant de mépris qu'il recula involontairement. Partager, dit-elle presque en crachant le mot. Partager quoi? Elle fit une pause, laissant le suspense dans l'air. L'héritage est à moi. L'argent est à moi. Les propriétés sont à moi. Un autre silence pesant. Et vous ne verrez pas un centime. Tu ne peux pas faire ça, hurla Martha, montrant enfin son vrai visage. Nous sommes tes enfants, nous avons des droits. Des droits? Dit Dorothée en faisant un pas vers le portail. Vous avez renoncé à tout droit quand vous m'avez jeté sur une route, quand vous m'avez laissé mourir de froid, de faim, de fièvre. Elle se retourna pour entrer dans la maison, mais s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Ah, et juste pour que vous le sachiez, j'ai déjà dépensé 15 000 réais pour sauver la vie de votre Manuel. De l'argent très bien dépensé, bien mieux que de le dépenser pour des gens sans cœur. Maman, reviens ici, hurla Roberto, perdant complètement le contrôle. On ne partira pas sans régler ça. Cet argent est aussi à nous. Dorothée s'arrêta à la porte, se retourna une dernière fois, et quand elle parla, sa voix était calme, mais chargée d'une force que aucun d'eux ne reconnaissait. « Vous m'avez abandonné en pensant que vous alliez vous débarrasser d'un problème, dit-elle en faisant une pause dramatique. Mais vous avez oublié une chose très importante. Quoi? Hurla Carlos. Vous avez oublié de découvrir qui je suis vraiment. Et avec ces mots, elle entra dans la maison, laissant les 3 enfants dehors, hurlant, mançant, et montrant enfin leur vraie nature à tous les voisins. 2 jours après la confrontation dans la cour, Roberto, Martha et Carlos revinrent. Cette fois, ils ne vinrent pas seuls. Ils amenèrent un avocat, Dr Campos, un homme en costume chair, porte-documents en cuir, lunettes de marque, qui pensait qu'il allait intimider une vieille dame de l'intérieur. « Madame Dorothée, » dit l'avocat, en ajustant ses lunettes avec un air de supériorité, « vos enfants m'ont engagé pour résoudre cette question d'héritage de manière civilisée. » Dorothée était assise sur la véranda, en buvant du café avec Manuel. Esperanza était allongée à ses pieds, mâchant de l'herbe. La scène était si tranquille qu'elle contrastait complètement avec la tension des visiteurs. « Tant mieux, répondit-elle calmement, prenant une gorgée de café. J'ai aussi un avocat. » À ce moment-là, une voiture noire et brillante s'arrêta derrière la camionnette. Dr Mendonça en descendit, l'un des avocats les plus respectés de toute la région, costume impeccable, porte-documents exécutif, posture de quelqu'un qui a déjà gagné 1000 batailles judiciaires. Roberto pâlit quand il le reconnut. « Docteur Mendonça, balbutia-t-il, vous êtes l'avocat de ma mère ? Je représente ma cliente depuis 2 semaines, dit l'avocat en saluant son collègue avec une poignée de main ferme. Et j'ai de bonnes nouvelles à partager avec tout le monde. Dr Campos s'éclaircit la gorge, essayant de garder son assurance. Eh bien, la question est simple. Ces enfants ont un droit légal à l'héritage de leur père. En réalité, dit Dr Mendonça en souriant, la question est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Dorothée se leva lentement, regarda ses 3 enfants. L'heure est venue pour vous de découvrir la vérité complète. Elle entra dans la maison et revint en portant la valise en cuir marron. La même valise qu'elle avait portée pendant des semaines, la même valise que ses enfants avaient jetée par terre sur la route. Elle la posa sur la table de la véranda, l'ouvrit devant tout le monde. Cette valise que j'ai portée pendant des semaines, pensant qu'elle ne contenait que des souvenirs, dit-elle en sortant la boîte en métal, contenait en réalité ceci. Elle commença à montrer les documents, un par un,
Des titres de propriété de terrain au centre-ville, évalués à 8 millions de réés. Les yeux des 3 enfants s'écarquillèrent. Des actions de 3 entreprises, qui valent 5 millions. Martha porta la main à sa bouche, essayant de contrôler sa respiration. Des investissements qui ont rapporté plus de 3 millions au cours des dernières années. Carlos devint blanc comme un linge. 16 millions de réés, dit Dorothée, en laissant le chiffre s'imprégner. C'est l'héritage que vous vouliez tant. Roberto essaya de dissimuler la cupidité dans ses yeux, mais il n'y parvint pas. Maman, ça prouve que nous avions raison. Tu as besoin d'aide pour gérer autant d'argent. Nous pouvons... Vous avez raison, interrompit Dorothée. J'avais vraiment besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai engagé Dr Mendonça. Et j'ai fait quelques changements importants. Dr Mendonça s'avança, ouvrit son porte-document. Madame Dorothée a officiellement fondé la Fondation Espérance pour les personnes âgées abandonnées, annonça-t-il. Tout l'héritage a été transféré à cette fondation, dont elle est la présidente à vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Martha, la voix tremblante. Cela signifie, expliqua Dorothée, avec satisfaction dans la voix, que l'argent sera utilisé pour construire des foyers pour les personnes âgées qui ont été abandonnées par leurs enfants. Des foyers vrais, avec dignité, avec affection, avec respect. Vous ne pouvez pas faire ça, explosa Carlos. Cet argent est aussi à nous. C'est un héritage. C'est notre droit. Le nôtre? Dorothée s'approcha de son fils. Carlos, tu étais en voyage d'affaires quand tes frères m'ont abandonné, n'est-ce pas? J'étais... Mais sais-tu ce que j'ai découvert? Continua-t-elle. Tu étais en ville, tu savais tout, et tu as approuvé le plan. Carlos devint blanc. Comment as-tu... Parce que j'ai enquêté, dit Dorothée froidement. J'ai engagé un détective privé, avec mon argent. Elle regarda les 3, un par un. J'ai découvert que vous aviez planifié mon abandon pendant 2 mois entiers, que Roberto avait trouvé les documents et que vous aviez calculé combien de temps je mettrais à mourir seul dans une maison de retraite. La vérité tombant comme des bombes. J'ai aussi découvert que vous aviez déjà divisé l'héritage entre vous. Roberto aurait les terrains, Martha les actions, Carlos les investissements. Elle fit une pause, laissant le poids des mots s'imprégner. Tout calculé, tout planifié, tout froidement architecturé, sauf une chose. Quoi? Murmura Roberto. Vous ne comptiez pas sur le fait que je survivrais, dit Dorothée en souriant. Et encore moins que je découvrirais tout. Docteur Campos tenta une dernière carte, désespéré. Madame Dorothée, vos enfants peuvent contester cela en justice, alléguant que vous n'êtes pas en état mental de prendre ces décisions. Docteur Mendonça rit, un rire court et confiant. Ils peuvent essayer. Mais ce sera très difficile de prouver l'incapacité mentale de quelqu'un qui a été assez malin pour survivre à l'abandon, trouver une nouvelle famille et gérer une fortune en 3 mois. De plus, ajouta Dorothée, j'ai des preuves de tout ce que vous avez fait. Elle tapota le porte-document de l'avocat. Des enregistrements de conversation, des témoins, des documents, tout très bien documenté. Si vous essayez de me poursuivre, dit-elle d'une voix froide, je vous poursuis pour abandon de personnes vulnérables. Et je garantis que vous 3 irez en prison. Le silence fut sépulcral. Les 3 enfants se regardèrent, réalisant qu'ils avaient perdu. Mais je ne suis pas comme vous, continua Dorothée. Je n'ai pas un cœur de pierre. C'est pourquoi je vais faire une dernière offre. Les 3 s'animèrent, une lueur d'espoir dans les yeux. La Fondation recrute des soignants pour les personnes âgées, dit-elle en faisant une pause. Salaire minimum, sans avantage. Si vous voulez travailler en prenant soin des personnes que vous avez aidées à abandonner, les postes sont ouverts. L'humiliation fut complète, absolue. Roberto devint rouge de colère. Les veines de son cou saillirent. « Vous allez le regretter !» hurla-t-il, perdant tout contrôle. « Nous sommes vos enfants. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. » Dorothée se leva lentement, regarda chacun des 3 dans les yeux, et quand elle parla, sa voix était basse, mais chargée d'un poids immense.
Vous avez cessé d'être mes enfants le jour où vous m'avez abandonné sur une route, dit-elle en faisant une pause dramatique. Maintenant, vous n'êtes que 3 étrangers avides qui ont eu la malchance de connaître leur mère par hasard. Manuel s'approcha, posant sa main sur son épaule. Madame Dorothée, je pense qu'il est temps que les visiteurs partent. Les 3 enfants et l'avocat partirent vaincus, complètement vaincus. La camionnette partit en soulevant de la poussière. Et cette fois, Dorothée savait que c'était pour toujours. Esperança bêla fort, comme si elle célébrait. Et pour la première fois depuis des mois, Dorothée se sentit complètement en paix. 6 mois plus tard, la Fondation Espérance inaugura son premier foyer. C'était un samedi matin ensoleillé, le ciel bleu sans un nuage, comme si même le temps célébrait. Le bâtiment était magnifique, peint en jaune clair, avec de larges balcons, des jardins fleuris partout, un potager communautaire à l'arrière, 20 chambres spacieuses et aérées, chacune avec sa propre salle de bain, chacune décorée avec soin, avec des couleurs gaies, avec des meubles confortables. Il y avait une bibliothèque avec des milliers de livres, une salle de télévision avec des fauteuils inclinables, une salle de jeu, une salle d'artisanat, une chapelle pour ceux qui voulaient prier, et le plus important, il y avait de l'amour dans chaque coin. Dorothée était à l'entrée principale, portant une robe bleu clair que Manuel avait achetée spécialement pour l'occasion, les cheveux blancs coiffés avec soin, les yeux brillants de bonheur. À côté d'elle, Manuel, en costume simple mais impeccable, complètement rétabli de la chirurgie, fort, en bonne santé, souriant comme il ne l'avait pas fait depuis des années, et à leurs pieds, Esperança, avec un ruban rouge autour du cou, la mascotte officielle de la Fondation. Concession était là aussi, aidant à accueillir les premiers résidents, émue jusqu'aux derniers cheveux. « Je n'aurais jamais pensé voir ça, disait-elle, essuyant ses larmes. Un endroit comme ça, fait avec tant d'amour. » Un par un, les personnes âgées commencèrent à arriver. Madame Maria, 83 ans, abandonnée par ses enfants dans une maison de retraite terrible, qui ne mangeait pas correctement depuis des mois, qui ne souriait pas depuis des années. Quand elle entra dans la chambre qui serait la sienne et vit le lit avec des draps propres, les rideaux fleuris, les fleurs fraîches dans le vase, elle s'effondra en larmes. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, touchant tout avec des mains tremblantes. « C'est vraiment pour moi ?»« C'est à toi, Madame Maria, » dit Dorothée en tenant ses mains. « Son dijo, et personne ne te l'enlèvera jamais. Monsieur Antonio, 79 ans, trouvé vivant sous un pont. Ses enfants avaient dit qu'il n'existait plus, qu'il était parti. Quand il vit le réfectoire avec les tables dressées, de la vraie nourriture en préparation, l'odeur du déjeuner maison, il ne put retenir ses larmes. « Ça fait 3 ans que je n'ai pas mangé à une vraie table, » dit-il. « 3 ans ?» Madame Carmem, 81 ans. Jetée dans un hospice public où les infirmiers la regardaient à peine, où elle passait des jours sans que personne ne lui demande si elle allait bien. Quand elle découvrit sa chambre, vit qu'il y avait un fauteuil à bascule sur le balcon privé, et sut qu'elle pouvait s'y asseoir quand elle le voulait, elle serra Dorothée dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle. « Merci de ne pas nous avoir oubliés. » Et ainsi, ils arrivèrent, un après l'autre. 20 personnes âgées, abandonnées. 20 histoires de douleur, 20 cœurs brisés. Mais maintenant, ils avaient un foyer. En fin d'après-midi, quand tout le monde était installé, Dorothée réunit tout le monde dans le jardin. Les 20 personnes âgées s'assirent sur les chaises que Manuel avait organisées en demi-cercle. Esperança s'allongea au centre, comme si elle savait que c'était un moment important. « Je voulais dire quelques mots », commença Dorothée, la voix émue. Tous se turent. « Il y a 3 mois, j'étais allongé sous un pont, avec de la fièvre, abandonné par mes propres enfants, pensant que j'allais mourir seul. » Elle regarda chaque visage, chaque père Dieu qui comprenait exactement ce qu'elle disait. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi des enfants que j'avais tant aimés, que j'avais élevés avec tant de sacrifices, avaient pu me faire ça? Sa voix se brisa. Manuel posa sa main sur son épaule, lui donnant de la force.
Mais aujourd'hui, je comprends, continua-t-elle. C'est arrivé pour que je sois ici, pour que je comprenne votre douleur, pour que je puisse faire quelque chose. Mon mari a économisé cet argent en pensant à mon avenir, dit-elle en essuyant ses larmes. Mais je suis sûr, absolument sûr, qu'il serait beaucoup plus heureux de savoir que je l'utilise pour vous aider. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Sa voix devint plus forte. On a juste besoin de dignité, de respect, de quelqu'un qui se soucie de savoir si on va bien. Madame Maria leva la main, tremblante. Puis-je parler? Bien sûr, Madame Maria. La dame se leva avec difficulté et regarda Dorothée avec des yeux brillants. Vous nous avez donné plus qu'une maison, dit-elle, la voix tremblante. Vous nous avez donné de l'espoir, l'espoir que ça vaut encore la peine de vivre, que nous sommes encore importants, que nous méritons encore de l'amour. Tous commencèrent à applaudir. Lentement au début, puis plus fort, jusqu'à ce que cela devienne une ovation. Dorothée pleurait, Manuel pleurait, Concession pleurait, même Esperanza semblait émue, bêlant doucement. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait déjà, Dorothée et Manuel s'assirent sur la véranda de la maison administrative. « On a réussi, monsieur Manuel, » dit-elle en regardant le bâtiment illuminé. « Vous avez réussi, madame Dorothée. Moi, j'ai juste aidé. »« Non, on a réussi ensemble, » dit-elle en tenant sa main. « On s'est sauvés, et maintenant on sauve les autres ?» Manuel serra sa main en retour. « Vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? »« Quoi? C'est que vos enfants pensaient qu'ils vous détruisaient, » dit-il en souriant. « Mais en réalité, ils vous ont libérés pour faire quelque chose de bien plus grand. » Dorothée y réfléchit et réalisa qu'il avait raison. Si Roberto et Martha ne l'avaient pas abandonnée, elle n'aurait jamais rencontré Manuel. Elle n'aurait jamais découvert l'héritage. Elle n'aurait jamais créé la fondation. « Je pense que mon mari a tout planifié là-haut, » dit-elle en regardant les étoiles. « Il savait que j'aurais besoin, et il a tout préparé. » 3 ans plus tard, la Fondation Espérance avait grandi. Maintenant, il y avait 3 bâtiments, 60 personnes âgées hébergées, 40 employés, tous traitant les résidents avec affection et respect. Dorothée, maintenant âgée de 81 ans, était toujours la présidente. Manuel, 85 ans, était le coordinateur général. Esperanza, déjà vieille aussi, était toujours la mascotte, plus lente, mais faisant toujours compagnie à tous. C'est un après-midi de jeudi que Concession arriva en courant à la maison administrative. « Madame Dorothée, Monsieur Manuel, il y a des gens à l'accueil. »« Qui ? » ?»« Vos enfants. » Dorothée et Manuel échangèrent un regard. 3 ans. 3 ans sans aucun contact. « Fais-les entrer, » dit Dorothée. Roberto, Martha et Carlos entrèrent. Mais c'étaient des personnes différentes. Roberto avait vieilli de 20 ans, les cheveux gris, des vêtements simples, un regard fatigué. Martha était plus mince, sans maquillage, sans bijoux, sans arrogance. Carlos avait des rides profondes sur le visage, des mains tremblantes, une posture voûtée. « Maman » commença Roberto, la voix brisée. « Que voulez-vous » demanda Dorothée sans émotion. « On est venu demander pardon. » Silence. « Pardon » répéta-t-elle. « On a tout perdu, » dit Martha, les larmes coulant. « Après que tu as fondé l'institution, l'histoire s'est répandue. Tout le monde en ville a su ce qu'on avait fait. On a perdu des amis, on a perdu des clients, on a perdu le respect. Mon entreprise a fait faillite, continua Roberto. Personne ne voulait plus faire affaire avec moi. Ma femme m'a quitté. Mes enfants ne me parlent plus. J'ai perdu mon emploi, dit Carlos. J'ai été licencié quand on a découvert que j'avais abandonné ma mère. Personne ne veut m'embaucher. Et on a compris, dit Martha en sanglotant. On a compris qu'on ne méritait pas cet argent, qu'on ne méritait pas toi, qu'on a fait la pire chose qu'on pouvait faire. Roberto tomba à genoux devant sa mère. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, pardonne-nous. On ne te demande pas d'argent, on ne te demande rien, juste pardon, juste une chance de redevenir tes enfants. » Dorothée regarda les 3. 3 ans plus tôt, elle aurait ressenti de la satisfaction en les voyant ainsi.
brisé, vaincu, souffrant. Mais maintenant, elle ne ressentait que de la pitié. « Vous voulez du pardon ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, dirent les trois ensemble. »« Alors vous allez devoir le mériter. »« Comment ?» demanda Carlos. « Tu te souviens de l'offre que j'ai faite il y a 3 ans ?» dit Dorothée. « Soignant, salaire minimum. Vous 3 allez travailler ici, en prenant soin des personnes âgées qui ont été abandonnées comme je l'ai été, en nettoyant, en cuisinant, en donnant des bains, en tenant compagnie. »« Pendant combien de temps ?» demanda Carlos. « Jusqu'à ce que je croie que vous avez vraiment changé, » répondit-elle. « Ça peut être 6 mois, ça peut être 6 ans, ça dépendra de vous. » Les 3 échangèrent un regard. « On accepte, » dit Roberto. « On accepte n'importe quoi. Alors commencez lundi, » dit Dorothée. 6 heures du matin. Et ne soyez pas en retard. » Quand les 3 partirent, Manuel serra Dorothée dans ses bras. « Vous êtes sûre ?»« Oui, » soupira-t-elle. « Ce sont mes enfants. Je ne peux pas cesser de les aimer. Mais je ne vais pas cesser de leur demander d'être de meilleures personnes. Vous êtes sage, Madame Dorothée. Je ne suis pas sage, je suis juste une mère. » 5 ans plus tard, Dorothée avait 86 ans maintenant. Elle était assise sur la véranda du premier bâtiment de la fondation. Manuel à côté, avec 90 ans. Esperanza était partie 1 an plus tôt, de vieillesse, dormant paisiblement aux pieds de Dorothée. Mais maintenant, il y avait 3 chèvres dans le jardin, les filles d'Esperanza, toutes avec des rubans colorés. La fondation s'était étendue à 5 villes, 200 personnes âgées hébergées, toutes vivant avec dignité. Roberto, Marta et Carlos travaillaient toujours là-bas, 5 ans à s'occuper des personnes âgées, 5 ans à apprendre. 5 ans à changer. Et Dorothée voyait la transformation en eux. Elle voyait le vrai repentir. Elle voyait qu'ils avaient enfin compris. Cet après-midi-là, Roberto s'approcha de la véranda. « Maman, je peux m'asseoir ?» « Oui. » Il s'assit par terre à ses pieds, comme il le faisait quand il était enfant. « Je voulais dire quelque chose. »« Dis. »« Merci, » dit-il en tenant sa main. « Merci de ne pas avoir abandonné, de nous avoir donné cette chance. »« Vous méritiez cette chance, » dit Dorothée en caressant les cheveux de son fils, maintenant complètement gris. « Tout le monde mérite une chance de s'améliorer. J'ai vu Madame Maria partir ce matin, » dit Roberto, la voix tremblante. Elle souriait, entourée d'amis, et j'ai pensé comme ce serait différent si elle était partie seule dans cet hospice terrible où elle était. Et alors j'ai compris ce que tu as fait ici, continua-t-il. Tu as sauvé ces personnes. Et tu nous as sauvés aussi. Dorothée serra son fils dans ses bras. Pour la première fois en 8 ans, Dorothée Conceição est partie à 90 ans. Elle dormait paisiblement dans son lit, Manuel tenant sa main. Roberto, Marta et Carlos autour. Elle est morte en paix, sachant qu'elle avait fait la différence. Les funérailles furent les plus grandes que Santo André d'Oval ait jamais vues. Plus de 1000 personnes y assistèrent. Des personnes âgées de la fondation, des employés, des voisins, des gens de toute la région qui avaient entendu son histoire. Roberto, Marta et Carlos portèrent le cercueil, et pour la première fois de leur vie, ils étaient fiers d'être ses enfants. Manuel vécut 3 ans de plus, et quand il partit, il demanda à être enterré à côté de Dorothée, son partenaire, sa famille choisie. 20 ans plus tard, la Fondation Espérance était devenue le plus grand réseau de maisons de retraite dignes du pays, 50 unités. 3000 personnes âgées hébergées, toutes vivant avec respect et amour. Roberto était maintenant le directeur général. Il consacrait chaque jour de sa vie à la fondation, essayant de compenser l'erreur qu'il avait commise. Marta coordonnait l'expansion vers de nouveaux États. Carlos s'occupait de la partie financière, garantissant que tout soit fait avec honnêteté. Les 3 ne se remarièrent jamais, n'eurent plus d'enfants. Ils consacrèrent le reste de leur vie à s'occuper des personnes âgées abandonnées, comme pénitence, comme rédemption. À l'entrée de chaque unité de la fondation, il y avait une plaque de bronze, avec la photo de Dorothée, et une phrase
En mémoire de Dorothée, Concissant qui fut abandonnée sur une route avec une chèvre et transforma sa douleur en espérance pour des milliers. Et en dessous, une phrase plus petite. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une mère. Même brisée, elle peut changer le monde.